Sa rage était hors de contrôle. Il détestait l'homme blanc. Un jour, il a pris une arme à feu. Il voulait juste tuer. La suite sur It's Supernatural. Hi, I'm Sid Roth. Bonjour, c'est Roth, votre reporter d'enquête avec Ben Kindlow. Qu'est-ce qui pousse un être humain à prendre une arme à feu et à vouloir détruire la vie d'un autre être humain? C'est la rage. Qu'est-ce qui cause la rage? C'est la colère. Qu'est-ce qui cause la colère? C'est ce qui fait mal. C'est des délits. Vous ne pouvez pas vivre dans cette vie sans vous faire du mal. Eh bien, Ken Kindlow, qu'est-ce qui a causé ce genre de colère dont vous ne vous souciez pas des conséquences? Vous vous en fichez de mourir. Vous ne vous souciez de quoi que ce soit. Vous aviez juste tellement de rage que vous vouliez tuer cet homme. Et ça n'a pas commencé là. Où cela a-t-il commencé? Vous savez, ils envoient des gens en prison pour des actes homicides. Ils mettent les gens dans des unités où ils les ont confinés du fait d'être considérés psychologiquement comme inaptes à habiter dans la société. Et ce qui se passe, c'est qu'à moins d'une sorte de problème chimique, il résulte généralement des gens qui ont une rage non maîtrisée. Maintenant, je me rends compte que je ressemble à un psychologue, mais la vérité sur le sujet, c'est que chacun construit sa vie avec des petites poches de rage. Et si vous ne vous occupez pas de ces petites poches de rage, elles finissent par en venir au fait où elles débordent et entraînent des effets, des actions négatives. D'une manière générale, quelque chose qui tend vers la violence. Je vais vous ramener à votre enfance. Dites-moi une chose vraiment blessante qui s'est produite qui pourrait vous venir à l'esprit. Eh bien, si vous vivez dans une situation où vous comprenez, pour une raison quelconque, que vous n'avez rien à voir avec, que vous n'avez aucun contrôle sur quoi que ce soit, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, et vous ne comprenez pas ce que c'est, et personne ne peut vous dire exactement pourquoi c'est mal d'être où vous êtes. Je veux dire, vous devez descendre du trottoir quand certains types de personnes viennent. Vous devez dire oui monsieur et non monsieur aux enfants de votre âge. Les gens vous traitent comme si vous n'étiez pas là. Ils parlent bien de vous et de votre peuple devant vous, comme si vous n'étiez pas là, comme si vous n'existiez pas. Maintenant, je suis juif, et je me souviens quand j'étais enfant avoir entendu des insultes à mon sujet parce que j'étais juif. Avez-vous déjà entendu, mais la plupart d'entre eux n'ont jamais été faites sur mon visage, c'est ce que vous dites. Avez-vous déjà entendu des choses sur le fait d'être noir à votre visage? Être noir quand je grandissais était une insulte. Je veux dire maintenant c'est quelque chose comme « Eh bien, je suis noir et j'en suis fier ». Et vous savez, être noir, c'est beau. Et nous sommes des Afro-Américains et ce genre de choses. Mais à l'époque où j'étais jeune, la pire insulte que vous pouviez entendre de quelqu'un était « noir ». Je veux dire, on était appelé « nègre » tout le temps. Nègre faisait partie du vocabulaire. Je veux dire, j'ai grandi en entendant cela, vous savez. Vous savez quoi? Vous êtes un nègre, et je ne le suis pas. Cela faisait partie de la croissance, cela faisait partie de qui vous êtes. Mais si vous vouliez insulter quelqu'un, vous le traitiez de nègre, et c'était une invitation à se battre, même si c'était quelqu'un de votre propre race. Maintenant, si c'était quelqu'un d'autre, il n'y avait pas grand-chose que vous pouviez faire, si ce n'est de baisser la tête. Une des choses qui me vient à l'esprit alors clairement et qui m'est arrivée il y a plusieurs années est que je détestais la façon dont les enfants traitaient ma mère. On nous a appris à partir du moment où j'étais assez âgé pour parler que tous les adultes avaient un monsieur ou une madame devant leur nom. Maintenant, si vous ne connaissiez pas leur nom de famille, nous les appelions Madame Maria ou Monsieur Coleman ou par d'autres prénoms. Et puis j'entendais des enfants blancs arriver et appeler ma mère par son prénom. C'était extrêmement irritant et débilitant. Ces choses s'accumulent, mais elles vous construisent. Et le désir de votre cœur était d'être dans l'équipe de football. Mon père était le fan numéro 1 du Coyote, c'était le nom de l'équipe. Je voulais jouer au football pour pouvoir entendre mon père sortir et m'encourager. Il était tellement fan qu'ils lui ont même donné un mégaphone pour se lever et s'enraciner dans les stands. Et je voulais jouer pour que mon père puisse me voir jouer. Alors, lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires de 8e année, ils ont dit « Où voulez-vous aller au lycée ?» Je leur ai dit et ils ont répondu « Tu ne peux pas y aller ».
J'ai dit, bien, pourquoi pas, je suis diplômé, n'est-ce pas? Ils ont dit, tu ne peux pas y aller parce que tu es noir. Eh bien, tout à coup, il m'est apparu que toutes ces choses qu'on m'avait dites sur moi, quand j'étais enfant, avaient de telles connotations négatives et qu'elles pouvaient réellement avoir un impact sur ma vie. Alors je suis allé dans une école d'une dénomination particulière où j'ai appris que même si les gens étaient d'orientation religieuse, ils ne se souciaient pas beaucoup des gens à moins que vous leur ressembliez. Et c'est un peu comme cela que ça a commencé à grandir. Et puis je suis entré dans l'armée. La raison pour laquelle j'ai rejoint l'armée était parce que c'était un des rares endroits où ils ne pouvaient pas ouvertement me discriminer. Et s'ils le faisaient, alors je pouvais faire quelque chose à ce sujet. De plus, dans l'armée, ils vous donnaient une arme. Vous avez vu l'un de vos premiers vrais combats? Bagarre dans l'armée, comment était-ce? Cheyenne, dans le Wyoming, c'était quelque chose de tout à fait différent, vous savez. C'était la première fois que j'étais réellement impliqué dans une émeute raciale où il y avait de la violence physique. Je veux dire, nous nous sommes battus individuellement, mais c'était la première fois que j'étais impliqué dans une confrontation raciale, violente et collective. Et c'était une chose assez effrayante, parce que vous savez, la main de tout le monde est tournée contre tout le monde, et vous ne savez jamais qui va sortir de l'ombre avec un fusil ou un couteau ou une corde, et c'est la fin de votre vie. Alors vous revenez de l'armée, conquérant, héros. Et y a-t-il eu des changements dans les relations raciales? Vous savez, le pire dans tout cela, c'était quand vous allez à l'étranger, que vous avez promis de défendre ce pays avec votre vie, et vous avez prêté allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique avec liberté et justice pour tous, et vous arrivez à l'étranger et vous découvrez que tout ce que vous avez été enseigné dans la majeure partie de votre vie est un mensonge. Je ne suis pas membre d'une minorité, je suis allé à l'étranger et c'est là-bas que j'ai été traité comme un être humain. Et aussi nous avons dû tuer des gens qui étaient des ennemis de mon pays, et les ennemis de mon pays m'ont mieux traité que je l'étais dans mon pays. Je me souviens d'être assis à regarder la télévision dans un pays étranger lorsqu'ils avaient la déségrégation scolaire en Arkansas. Et me voilà en uniforme militaire, avec le genre d'armes que je regarde à la télévision, gardant mon peuple, ma couleur, sortant d'écoles pour lesquelles je paye des impôts. J'ai pensé, quelque chose doit être fait à ce sujet. Alors vous retournez dans ce pays. Je me tiens dans un grand magasin et j'ai mon uniforme. J'ai des dollars américains dans ma poche et j'ai mon petit garçon qui vient d'être formé. Et je suis vraiment fier de lui. Et vous savez, vous l'aidez à se faire entendre ici. Et je fais la queue et il se tourne vers moi et il dit « Papa, je dois aller aux toilettes. » Eh bien, c'est une grande victoire parce que maintenant je vais l'amener là où il ne va pas tacher son pantalon. Il a juste dit « Je dois aller aux toilettes. » Je dis « Bravo, fiston. » Je lui frotte la tête et je lui dis « Juste une minute. » Alors je m'avance et avec un sourire sur mon visage, à la dame derrière le comptoir, je dis « Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouvent les toilettes ?» Et elle m'a juste regardé. « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Nous n'avons pas de toilettes pour les personnes de couleur dans cet endroit. Maintenant, que voulez-vous faire? Que faites-vous? Dites-vous au gamin « Tais-toi, tu ne dois pas aller aux toilettes. Tu dois tenir jusqu'à ce que tu rentres à la maison. » Que dites-vous à l'enfant? Et qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai dit « Viens avec moi, fils. » Et je l'ai emmené dehors et je l'ai laissé faire contre le mur comme un chien. Comme c'est humiliant. Vous pouvez comprendre comment cette colère, cette blessure, cette rage monte. Nous revenons tout de suite après cela. Bonjour, je suis Citrot, votre journaliste d'investigation. Je suis ici avec Ben Kinchlow, un homme noir qui a grandi avec des blessures, de la colère et de la rage. Il a servi les États-Unis d'Amérique en tant que militaire et il a été traité comme un être humain. Il revient et son fils, son petit-fils Nigel, doit utiliser les toilettes. Et à cette époque, aux États-Unis, les Noirs ne pouvaient pas utiliser les mêmes toilettes que les Blancs.
Et cela n'a fait qu'aggraver les choses. Comment vous êtes-vous senti? How did you feel? Je voulais que chaque personne qui avait été discriminée depuis longtemps, ça suffit. Vous sentez que c'est presque incontrôlable, cette envie de casser quelque chose, de brûler quelque chose, peu importe que vous soyez noir ou blanc. Vous savez, il y a des gens de toutes les ethnies qui ont été victimes de discrimination par d'autres groupes ethniques. Ils ont la même rage brûlante à l'intérieur. C'est le véritable noyau des révolutions. C'est le véritable cœur de la raison pour laquelle vous avez des massacres. Je veux dire, vous trouvez des gens massacrés par dizaines de milliers. Des milliers de Noirs ont été tués dans ce pays. Mais vous trouvez la même chose dans n'importe quel pays. Cela se passe au Japon, en Chine, partout. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Tout vient du fait que les gens refusent d'accepter un autre être humain. Vous savez que la nation juive a souffert des siècles d'oppression. Je veux dire, une nation entière a manqué d'être anéantie par ce même genre de choses. Donc cette chose s'accumule chez les gens. Et à moins qu'il y ait un moyen de le résoudre, vous commencez à tourner cette haine à l'intérieur. Parce que si vous ne pouvez pas l'exprimer à l'extérieur, cela tourne à l'intérieur de vous et vous commencez à vous détester. L'alcoolisme commence, l'infidélité commence. Vous savez, je n'avais pas l'impression que quelqu'un m'aimait. Dans votre vie, y avait-il de l'infidélité? Mais oui, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que vous cherchez quelque part pour trouver l'amour. Et même si les gens disent, eh bien, je t'aime, votre femme dit, je t'aime, votre mari dit, je t'aime, vous ne sentez pas vraiment l'amour parce que vous ne vous aimez pas. Vous vous détestez. Et donc, quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime, vous ne pouvez pas l'accepter comme étant valide parce que vous n'acceptez pas le fait que vous êtes valide. Qu'est-ce qu'il y a à m'aimer? Si j'étais une personne aimable, pourquoi suis-je traité de cette manière? Et les femmes deviennent souvent dans la promiscuité et elles font toutes sortes de choses dans une tentative de valider leurs propres valeurs personnelles. Et l'infidélité en fait partie. Maintenant, une des choses qui arrive à une minorité de groupes est que vous avez tendance à voir les femmes d'un groupe supérieur, vous savez, des groupes oppresseurs comme étant un moyen que vous avez de vous valider vous-même, comme une personne de valeur, et de vous venger vous-même sur votre oppresseur, si vous pouvez obtenir une de ces femmes. Traduisez cela, qu'est-ce que vous voulez dire? Retournons dans les années 40 et 50 où un homme noir a pour amante une femme blanche, et plus particulièrement une femme blanche blonde. C'était la quintessence d'être arrivé. C'est le symbole du statut. C'était un symbole de statut comme maintenant c'est une Bentley ou une Rolls-Royce, vous savez, peu importe, Mercedes, peu importe. Un gros diamant ou un costume Armani ou quoi que ce soit. Vous avez le symbole du statut. Vous êtes arrivé? Bien sûr que je suis arrivé. Vous savez, je veux dire, j'étais un gars intelligent. Est-ce que ça vous a fait du bien? Oui, je veux dire, j'avais l'impression d'être arrivé. Ça n'en a pas changé ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais au moins, j'avais l'impression de m'être vengé sur l'homme. Maintenant, parlez-moi de ce jour où vous avez pris un pistolet. Vous n'avez pas craint la conséquence et tout ce que vous vouliez faire était de tuer. Lorsque vous atteignez le stade où vous savez, vous en avez assez, quand on arrive au point où vous avez fait toutes les choses que vous pensez avoir fait pour avoir géré votre colère, et à ce moment-là, c'est quand ça déborde, et c'est là que la violence éclate. Et je me fiche de ce que quelqu'un dit, vous allez être envoyé en prison, vous savez, vous pourriez obtenir la peine de mort, la police pourrait vous tirer dessus. Cela n'avait pas d'importance, quelqu'un allait mourir ce jour-là, et j'avais une personne en particulier à l'esprit, parce que ce que cet individu avait fait, je pensais que c'était tout à fait impardonnable. Comment se fait-il que vous ayez une arme à feu? J'ai acheté une arme. Dans ce but? Oui, vous voyez, j'avais déjà fait du karaté. J'étais formé dans ce que je pouvais faire des gens avec mes mains. Et la seule raison pour laquelle j'ai fait du karaté, c'était parce que j'allais traiter des gens physiquement. Je voulais blesser les gens avec mes mains. C'est pourquoi j'ai fait du karaté. Et je voulais apprendre aux jeunes noirs comment faire du mal aux blancs avec les mains. C'est pourquoi j'ai fait du karaté. Mais cette chose, je voulais tuer quelqu'un violemment. Et le pistolet était bien sûr ce que tout le monde associe à la mort violente. Alors vous êtes allé voir ce type avec l'arme à feu. Qu'est-il arrivé? Je me suis approché et j'ai frappé à sa porte. Et je l'avais déjà prévu dans ma tête. Je savais exactement ce que j'allais faire. J'avais déjà désactivé la sécurité. C'était une arme automatique à 8 coups. Et je savais exactement ce que je faisais. Dès qu'il aurait ouvert la porte, salut, et juste un tir, il reculerait, je le suivrais, je tirerais 2 autres balles, et il tomberait par terre, et puis je lui en mettrais 2 par terre, puis une 3e, 6e, une 7e dans sa tête,
Vous aviez tout répété dans votre tête. Oh, tout avait été répété dans ma tête. Je savais exactement comment cela allait se passer. C'est juste arrivé que le gars n'était pas à la maison. Et il s'est juste passé qu'il avait été envoyé ailleurs. Il était dans l'armée et il l'avait envoyé à l'extérieur ce jour-là. Eh bien, quel changement de destin! Mais la haine gronde. Il commence à lire sur les militants noirs et il a une stratégie et un plan pour blesser l'homme blanc. Nous revenons juste après ceci. We'll be back right after this. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête, ici avec Ben Kinchlow. Eh bien, la rage qui vous traversait, c'était juste vous appelez ça une bizarrerie du sort, où vous auriez passé le reste de votre vie en prison, ou pire, exécuté, tué. C'était un meurtre de sang-froid. Ce n'était pas un crime passionnel, c'était planifié. C'était un meurtre de sang-froid. Maintenant, vous décidez de suivre la voie de l'éducation. Vous vous êtes éduqué. Vous vous êtes retrouvé dans le qui est qui des collèges. Eh bien, je savais que ce n'était pas le Black Power ou la puissance blanche qui fait vraiment la différence dans le monde. C'est de l'énergie verte. Si vous avez de l'argent, cela ne fait pas de différence qui vous êtes, quel groupe ethnique vous appartenez. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez acheter votre propre moyen de vous en sortir. Et la façon dont vous avez de l'argent, comme si j'allais en affaires pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous alliez faire avec l'argent? Quel était le but? Former des révolutionnaires. J'allais payer des révolutionnaires noirs pour descendre dans le sud et enseigner ce que nous avons appris au Vietnam, en Corée, combattant les ennemis de l'Amérique. Et puis j'allais enseigner à ces jeunes voyous noirs dans ces gangs pour dire « Pourquoi vous battez-vous et pourquoi vous tuez-vous les uns les autres et incendiez vos propres bâtiments? Allez combattre l'homme blanc, brûlez ces bâtiments et disparaissez dans la campagne. Si nécessaire, nous vous enverrons au Mississippi et vous apprendrez à vivre dans la campagne. C'est contre lui que vous devez vous battre. Vous devez savoir qui est votre véritable ennemi. Vous devez savoir pourquoi il a besoin de mourir, parce qu'il ne va pas changer. Donc la seule façon de le faire changer, c'est la pointe d'un fusil. La force fait le bien. Tout comme cet homme n'était pas là quand vous aviez le pistolet prêt à le tuer. Un autre homme, nous l'appellerons en hébreu Bachert, c'est le destin. Un autre homme entre dans sa vie qui est un expert martial, expert en karaté. Et bien sûr, vous êtes dans le karaté, donc vous devenez ami à ce sujet. Et c'est un homme blanc. Pourquoi voudriez vous-même être impliqué avec cet homme blanc? J'enseignais un cours et vous avez compris que j'étais le seul. Il y avait 3 gars noirs sur ce campus et j'étais le plus vieux. J'étais ceinture noire de karaté. Ceinture noire, 3e dan. Et lorsque vous obtenez votre ceinture noire, vous portez un gi tout noir et tous les autres doivent porter un gi blanc avec une ceinture blanche. Et quand vous entrez, vous devez vous prosterner devant le maître de la dojo. C'était moi. Et si vous pouvez imaginer, une centaine d'enfants blancs qui viennent et se prosternent devant ce gros black moustachu. Allez, c'est un power trip. C'était mieux que le blond. Et si vous avez aussi une blonde? Alors j'ai fait un vrai voyage de puissance. C'était là ce qui se passait dans ma vie. Et donc ce type qui était l'un de mes assistants, je pouvais lui donner des ordres. Et alors c'était comme un véritable voyage de puissance en cours. Mais il y avait quelque chose de différent à ce sujet. Je ne pouvais pas comprendre ce qui était différent à propos de ce gars. Je me souviens avoir déjeuné chez lui. Il m'a invité à dîner avec ma femme, mes enfants, ma mère, mon père. Sa femme avait préparé un dîner élaboré. Et je suis assis ici en tant qu'afrocentrique violent, vous savez, mort à l'homme blanc, et tapant sur la table. Et j'ai regardé par ici, et ce gars a des larmes qui coulent sur ses joues. J'ai pensé, je t'ai eu maintenant. Mais votre famille est là-bas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma famille est là-bas? Mais pourquoi faites-vous ça devant votre famille? Mais ma famille savait la rage qui m'habitait. J'avais chassé un homme de la maison de ma mère pour être rentré sans frapper. Vous savez, un type arrive dans la maison de ma mère,
ne frappe pas à la porte, entre et commence à dire « Hey, je suis là !» Vous savez, j'ai bondi, j'étais à noir, ceinture noire 3e dan, j'avais cette énorme moustache afro-fou, manchou, j'avais ce vieux dashiki qui traînait sur mes genoux. J'ai bondi et je lui ai dit « Si tu ne le fais pas, sors de chez moi. Ne viens pas dans la maison de ma mère sans frapper. C'est le manque de respect ultime. » C'était donc la rage que tout le monde connaissait que j'avais eue. Alors vous savez, ce n'était pas comme si j'étais poli devant ma famille, je veux dire, la haine imprime tous les aspects de votre vie, et c'est pourquoi je tapais sur la table. Quand j'ai vu ce type pleurer, j'ai pensé, « Ah, je l'ai eu maintenant !» I've got him now. Mais pourquoi pleurait-il? Because Il pleurait parce que j'avais mal. was hurting. Est-ce que cela vous est venu à l'esprit? Oui. Soudain, j'ai réalisé que ce gars ne pleurait pas parce que j'avais gâché le dîner de sa femme, ou parce que je l'avais insulté, ou parce que j'avais fait n'importe quoi. Ce gars pleurait littéralement parce que j'étais dans la douleur, et il savait que j'avais mal. C'est cela la colère. La colère est un pansement sur la douleur. C'est ainsi que la vraie blessure se manifeste. Hurt manifests itself. Mais c'est un homme blanc, c'est votre ennemi. Enemy. Yeah. Oui, et c'est pourquoi je n'ai pas compris. Et donc je voulais savoir, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars? Alors je lui ai demandé. This guy. So So I- Et qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? He said, Il a dit, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Allez, comment avez-vous une relation personnelle avec la cause première, avec l'esprit ultime? Comment avez-vous une relation avec l'horloger universel? Laissez-moi tranquille. Comment avez-vous une relation personnelle avec Dieu? through Jesus. Il a dit, par Jésus-Christ. J'ai dit, ouais, ok, un juif est mort qui s'est fait tuer pour ce qu'il croyait, et vous me dites que ce mort va vous aider. A few days later. Quelques jours plus tard, quelque chose de très surnaturel vous est arrivé. Je ne pouvais pas discuter, je pouvais discuter sa théologie, mais je ne pouvais pas contester le fait que ce gars avait quelque chose de différent. Alors je conduisais dans la voiture, 80 miles à l'heure, je fumais des cigarettes, 3 paquets par jour, la bouche sale, sur le point de commettre l'adultère cette nuit même. Je ne pensais même pas à cela. Et tout d'un coup, je me suis entendu chanter un vieux chant spirituel. Et j'ai pensé, mais je perds l'esprit, je perds la tête. Losing my Quickly. mind. Let me. Vite, laissez-moi entendre un tout petit peu de cette chanson. Mon Père céleste veille sur moi. C'est tout ce qui me passait par la tête. Et je me suis souvenu de certaines des choses qui étaient arrivées. J'aurais dû être mort. J'attendais de tuer un type avec un couteau. Il avait un fusil. Une autre fois, j'attendais de tuer quelqu'un. Et je me suis enivré, je me suis endormi. Quelqu'un m'a sauvé la vie. Une troisième fois, une automobile retournée. Le gars qui conduisait a été tué. Et je devais frapper la fille qui était avec lui. J'étais sur le siège arrière, évanoui. Je suis sorti de là avec juste une cicatrice sur mon bras. Mon Père céleste veille sur moi. Et donc, j'ai juste fait une prière très simple. Dieu, si tu es vraiment là, et si ce Jésus est celui que Jean a dit qu'il est, alors viens dans ma vie et change-la. J'ai dit, mais ne me donne rien de tout ce jazz religieux. J'en ai assez de ces trucs qui me rendent misérable. Si tu es réel et que tu peux faire quelque chose, change ma vie. Changed my life. What happened? Et que s'est-il passé? Instantly. Il a changé ma vie instantanément, de façon spectaculaire et en permanence. Mais il ne m'a pas donné la religion. Il a changé ma vie. Changed my life. I am. Je suis un juif blanc. Que pensez-vous de moi? What do you think of me? Eh bien, si vous ne m'aviez pas dit cela, j'aurais remarqué que vous aviez une nuance de bleu particulière autour de vos yeux. Mais cela n'a pas d'importance, cela ne me dérange pas. Je suis un daltonien maintenant. Peu importe la couleur que vous avez, quelle langue vous parlez, cela n'a vraiment plus d'importance, parce que maintenant, je sais qui je suis à cause de qui il est. Et quand j'ai découvert qui il était, et il m'a montré qui j'étais, puis tout le monde, tout le reste est tombé bien en place. Blanc, juif, etc. So, white, Jew, You or love people. Vous aimez les gens, non? Eh bien, c'est parce que lorsque vous rencontrez ce Jésus dont nous parlons, quelque chose de surnaturel arrive. something supernatural happens. Il se passe quelque chose de surnaturel, votre Père céleste vous regarde. Le saviez-vous? Votre Père céleste vous regarde. Il est temps que vous vous rapprochiez de lui à travers le Messie juif, Jésus. Priez maintenant. Vous verrez, il vous regarde. Il a raison. Il est si proche de vous. Il est si proche d'eux. He's right. Il est plus proche que ça. He's this close to them. Closer than that.